Très heureux de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Près de 7500 personnes ont été tuées entre 2008 et 2021 lors de 2237 attaques dans près de 700 entités dans les territoires de Béni au Nord Kivu et Irumu en Ituri. C'est le résultat de l'enquête du rapport Yotama publié ce mardi 9 novembre à Kinshasa devant la presse. Et en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, à la conférence de presse d'avant-match qui va opposer la RDC au Taifa Stars de la Tanzanie, les sélectionneurs de Léopard de la RDC, l'Argentin Hector Cooper et les capitaines de Léopard de la RDC, Diemersi Mbokani, considèrent ces matchs comme une finale. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal, présenté par Guy Bochard-Djofé. Merci encore une fois de plus de l'attention soutenue à notre édition d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est dans les soucis d'attirer l'attention de l'opinion sur les actes ignobles qui impactent négativement sur la sacralité de la personne humaine et de biens en Ituri et Urumu et aussi à Béni, particulièrement sur le peuple nandais qui est les députés Mbeze Yotama et Tambos Yotama, respectivement élus provinciaux et nationaux de la province du Nord Kivu, ont dressé une synthèse du rapport appelé Yotama sur le massacre des Béni et Urumu. Ce rapport a été révélé au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa le mardi dernier. Témoin de l'événement, Grâce Kenyon. Témoin de l'histoire qui s'écrit en République démocratique du Congo et particulièrement dans sa partie Est et pour laquelle ces élus devraient d'une manière ou d'une autre apporter leur contribution face à ces faits d'extermination du peuple nandais qui se commettent de façon permanente dans la région de Béni ainsi qu'en Irumu, que le député Tambos Mbeze Yotama, élu de cette contrée, ont dressé un rapport sur les massacres qui sévissent à l'est du pays. Un rapport d'environ 800 pages contenant une liste non exhaustive des identités des opérateurs de massacres de Béni. À la question de savoir qui tue à Béni, il nous a été posé cette question et nous avons répondu d'une manière interrogatoire évidemment. Nous nous sommes posés aussi des questions à la fin du rapport. Comme vous allez le remarquer également, et même le gouvernement jusqu'à maintenant, il parle de présumés adeptes. Il continue à parler de présumés adeptes. Ça veut dire, et même le gouvernement n'est pas en mesure de nous donner clairement qui tue à Béni, l'identité des tueurs. Le gouvernement parle de présumés adeptes. Répondant à la question de savoir pourquoi l'état de siège semble déranger les élus de l'Ituri, le député pense qu'il y a discordance dans les résultats escomptés et disent qu'une seule tribu a été ciblée à 95%. Donc on n'est pas plus contre l'état de siège, on ne se peut d'apprécier les résultats de l'état de siège. Est-ce que ça nous approche aux résultats escomptés, comme il l'était en train de dire? On vous dit que pendant 5 mois avant l'état de siège, de par les résultats de nos enquêtes, on était à 503 personnes massacrées. 5 mois avant, c'était 503 personnes massacrées. 5 mois pendant l'état de siège, soit à partir du 6 mai. Dans les 5 mois pendant l'état de siège, les nombres quittent 503 jusqu'à 1303. Notez que près de 7500 personnes ont été tuées entre 2008 et 2021 lors de 2237 attaques dans près de 7 entités. Tel le dresse le bilan des enquêtes Yotama. Il recommande ainsi à la communauté internationale la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Prenons cette nouvelle avant de poursuivre cette édition d'information. L'avion présidentiel bloqué en Espagne depuis 2016 est de retour à Kinshasa, capitale congolaise. Ce flotte pavillon congolais a été bloqué en Espagne pour raison d'insolvabilité. Suivez. Le Gulfstream 4 battant pavillon congolais est de retour sur cette terre congolaise après près de 6 ans d'immobilisation forcée en Espagne. L'affaire remonte à 2016. Les gouvernements de l'époque, principal utilisateur de cet aéronef présidentiel, envoient pour entretien l'avion à Madrid dans un centre de maintenance agréé de l'OACI. Très sollicité et non entretenu, l'avion avait manqué plusieurs crashs au pays.
Depuis 2016, l'État propriétaire n'a rien fait pour honorer les factures d'entretien. Bien au contraire, les charges financières se sont accumulées, jetant un discrédit sur la République démocratique du Congo. L'affaire avait fait grand bruit dans l'espace aérien européen et des mesures fortes étaient même envisagées contre la RDC. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les directeurs de cabinet Gulé Nyembo avaient mis en place un groupe de travail autour des services logistiques présidentiels pour suivre de près ces dossiers et ramener au pays ce bien de l'État sabordé. Remis à neuf par les fabricants avec 2 nouveaux réacteurs Rolls-Royce, les Gulfstream de 14 places extensibles a atterri à l'aéroport de Njili sous le regard admirateur du directeur de cabinet, visiblement soulagé d'avoir à la fois récupéré ses patrimoines de l'État et redoré l'honneur du pays. Vous savez, le chef de l'État est en train de remettre notre image partout dans le monde à niveau. Et je pense qu'il était de notre devoir, pour ce qui nous concernait, à partir du moment où nous savions que nous avions un dossier à gérer, dans ce cadre-là, il était, comme j'ai dit, de notre devoir de faire en sorte que les paroles puissent être matérialisées par des actes. Donc il était vraiment important pour nous que nous puissions faire tout de notre possible pour que cet avion puisse revenir ici. Ce jet privé fait partie des 3000 prototypes produits par Gulfstream à travers le monde et à ce jour, aucun d'eux n'a jamais connu de crash. Prenons les échos de la primature. Vous devez retenir que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu ce mardi 9 novembre 2021 à la primature le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Antonio Pedro, qui était conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Suivez. L'organisation d'un business forum consacré au développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries véhicules électriques et énergie renouvelable en Afrique était au menu des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge et les secrétaires exécutifs adjoints de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Antonio Pedro, qui était conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaongia. Selon le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui s'est confié à la presse à l'issue de l'audience, la RDC a tous les atouts nécessaires pour se positionner comme pays précurseur dans la production de batteries électriques sur le continent africain. La RDC peut produire les précurseurs de batteries 3 fois moins cher que les États-Unis et la Chine, et 2 fois moins cher que la Pologne. Donc ça veut dire que la RDC est bien positionnée, est stratégiquement bien positionnée pour la transition énergétique qui préoccupe tout le monde. Pour parvenir à la concrétisation de cette ambition, le gouvernement de la République devra fournir des efforts supplémentaires, notamment en ce qui concerne le climat des affaires, a fait remarquer le secrétaire exécutif adjoint de la CEA. Le forum va seulement confirmer la position de la RDC, mais après ça, c'est la mise en œuvre. Ici, je voudrais remercier la rassurance que monsieur le Premier ministre et le chef du gouvernement nous avons donnée sur l'implication de tout le gouvernement de la RDC dans ce processus de transformation. Notons que le forum projeté du 24 au 25 novembre 2021 est centré sur le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres ». Il est organisé en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et connaîtra la participation de différents acteurs dans le but de stimuler le développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables. Et comme vous le savez en culture, cette question fait la une de l'actualité, suspendue pour violation de certaines dispositions régissant la diffusion de l'opus Ninitosalité du groupe MPR en République démocratique du Congo. La commission des censures vient d'ordonner la diffusion de ces tubes sur les chaînes de télévision et les stations radio du pays après examen du dossier. Cependant, il est évident de souligner que l'acte posé par la commission des censures ne peut guère être interprété sous les émotions.
Dans un autre registre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mboukani, a accordé une audience ce mardi à une délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croix-Rouge venue de la Suisse. Au menu de leurs échanges, les nouvelles opportunités à l'échelle mondiale et africaine, où la RDC est appelée à développer de stratégies spécifiques pour renforcer sa politique de riposte contre le choléra. Suivez. La situation actuelle de l'épidémie de choléra et son évolution dans les zones de santé endémiques sur l'ensemble du territoire de la RDC, le bilan et l'évaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal 2017-2022, rapport à la résurgence de l'épidémie au pays et l'élaboration du nouveau plan stratégique national d'élimination du choléra, ce sont des questions principales qui ont été au menu de l'audience que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mboukani, a accordé le mardi 9 novembre 2021 à une délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissance Rouge venue de la Suisse. La délégation a été conduite par le Dr Placide Ouello Okitayemba, directeur du programme national d'élimination de choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques. Ensemble, le patron de la santé en RDC et ses partenaires ont échangé sur les nouvelles opportunités à l'échelle mondiale et africaine où le Congo-Kinshasa est appelé à développer des stratégies spécifiques pour renforcer la politique de riposte, et c'est là par rapport à la vision 2030 établie par l'OMS et d'autres organisations internationales qui soutiennent l'importance de lutte multisectorielle pour éliminer définitivement le choléra, a expliqué le Dr Placide Ouello. Et c'est un projet qui a commencé, donc leur première visite au pays pour venir appuyer cette coordination dans le cadre de l'élimination du choléra. Et ce que les Congolais peuvent attendre, c'est espérer avec l'appui et la mobilisation de ressources de nos partenaires pour arriver à éliminer réellement le choléra à l'horizon 2020. Avec les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra, il sera question de développer un nouveau plan avec des stratégies plus modernes de lutte pour atteindre l'objectif d'éliminer les choléra, a indiqué Annick Welland de CSP. On a déjà vu une forte diminution de cas dans les dernières années, mais c'est vrai que pour arriver à ce but de l'élimination, on travaillera ensemble avec toutes les différentes équipes et aussi dans les groupes de travail spécifiques pour les différents piliers nécessaires pour l'élimination de choléra pour arriver à ce but de l'élimination. Signalant par ailleurs que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mboukani, s'est montré très motivé pour l'élaboration d'une feuille de route et s'engage à soutenir cette initiative. Et dans le chapitre assistance humanitaire, la députée provinciale Lidélan Célé Mariquette Mutinga ne cesse de réjouir sa base depuis son élection à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Grâce à son implication personnelle, le quartier Nguina et Moukédé à Terre-Jaune, dont la commune de Lancélé, seront bientôt désenclavés et associés grâce à un pont en béton armé qui se voit être construit dans cette contrée de la ville-province de Kinshasa. Jérémy Ngemi pour le point. Le quartier Nguina et Moukédé, longtemps enclavés par l'impraticabilité de la route sur la rivière Moussoli, seront bientôt désenclavés et reliés grâce aux travaux de construction d'un pont à béton armé initié par la députée provinciale élue de Lancélé, maître Mariquette Mutinga. Tous les matériaux de construction de ces ponts étant réunis, les travaux se déroulent dans un rythme louable et merveilleux par la construction de ces grands ouvrages. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de réagir. ezalaki pont oyo na quartier tozako benga pont badibanga na entrée ya fidèle babukaka yango na gloire à Dieu na mama Marie Mutinga Kete na initiative oyo ya zu pona kosala pont oyo enfin que population ezwaka tango pe ezalaka vraiment enclavé. Na remercier mama Marie Kete Mutinga nelo kama lunga yo salela biso na kacha quartier yo tonyoka mitala esika oyo boyo ocha bon mitukezo leka bazo sufi bato a moto vraiment nzambe apambola ye toyaki na difficulté makasi tango mbule bandai kobeta pona koleka bon lelo naleki nauti ngoma mangenge kozonga nanga na moni babisinga mama asadi musala oyo nzambe apambola yo makasi pena o continuer kosala yango kaka na communauté na quartier oté na ba quartier pe baza na procès à pont
nzamba peso makasi na ba moyen au salango na sengi pe gouvernement ya mboka na biso et soutenir yo bato toponaka ebele babosanaka ba base na bango mais tomoni mama Mutinga mama na biso national oyo akanisi biso babosanaka base na yete tala nde tozali kokatisa toza ne sengo penza kiese na kiese furai na furai disanga wa disanga. L'honorable Mariquette Mutinga attend poursuivre ces genres de projets au bénéfice de ses électeurs de l'ancien. Et de leur côté, les habitants du quartier Amba, dans la commune de Kisanson, sont menacés par les têtes des érosions et demandent au gouvernement de répondre plus rapidement les travaux pour sauver des vies humaines. Reportage Bosco Kabamba et Platini, Louvoilo. Les habitants de la commune de Kisanso sont confrontés à plusieurs problèmes, et notamment le manque des routes, les têtes des érosions, l'insécurité grandissante, le manque d'eau et de l'électricité, pour ne citer que ce problème. Cette situation est considérée par la population de ces coins de la capitale comme un abandon de la part des autorités compétentes. Ces érosions sont provoquées par des travaux inachevés de la construction de la route Matota, qui est dans les contrats entre la Banque arabe et le gouvernement congolais, comme l'explique ici quelques riverains. L'avenue Matota que vous voyez là, c'est une avenue que le gouvernement congolais, en partenariat avec la Banque arabe, avait initié des travaux de construction de la route là. Alors à un moment donné, c'était en 2019, les travaux étaient arrêtés parce que le gouvernement congolais n'avait pas donné sa part selon le contrat qu'ils avaient signé. Alors depuis qu'on a arrêté les travaux, les trous que les engins ont creusés ont créé des dégâts matériels vraiment à niveau incalculable, même à perte en vies humaines. Et comme on peut voir sur ces images, plusieurs maisons ont été emportées par les érosions. Trouvées sur place, cette victime dénonce la non prise en charge par l'autorité urbaine de toutes ces personnes. Et puis on avait fait appel à tous ceux qui habitent le long de la route de se présenter à la commune. On a appelé 126 personnes sans mon nom. Voilà, quand vous arrivez dans ma parcelle, vous trouverez, il y a des signes. Je ne comprends même pas. Quand la pluie va tomber, où irai-je avec toute ma famille? Il est grand temps que le gouvernement puisse agir rapidement pour épargner des vies humaines à Kisanso. Et puis décédés de suite d'un incendie qui s'est déclaré dans leur domicile familial sur l'avenue Elila, quartier commercial dans la commune de Lemba. Le corps de ces 6 personnes mortes calcinées sont sortis de la morgue de la clinique quinoise. Le premier citoyen de la ville, province de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, s'est rendu en personne pour rendre les derniers hommages à ces illustres disparus dans des circonstances très tragiques. Images et commentaires. C'est la tristesse totale qui a emballé les membres de famille, amis et connaissances, témoins du drame qui a emporté une famille de 6 personnes des suites d'un incendie qui s'est déclaré la nuit du 12 au 13 octobre dernier dans la commune de Lemba, avenue Lila, quartier commercial. Ce mercredi 10 novembre 2021, lors de la levée de leurs dépouilles, ils ont effectué les déplacements en vue de leur offrir les derniers hommages ayant été saisis. De cette nouvelle, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, a également effectué les déplacements de la clinique quinoise pour participer à la levée du corps de ses administrés décédés dans des circonstances tragiques. En tant que gouverneur de la ville, je ne pouvais qu'assister à ces obsèques-là parce que voir une disparition de 6 personnes au même moment et en même temps, cela n'arrive pas tout le temps. Ce sont des choses qui n'arrivent presque jamais dans la vie, mais c'est arrivé. C'est dommage que ça soit arrivé comme ça. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu aussi qui a le pouvoir d'ôter cette même vie. Nous disons, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Mais quant à nous, humains, cette douleur-là nous habitera. Je crois que ça sera difficile pour nous d'oublier cette mort tragique de plusieurs personnes en même temps. C'est vraiment une mort tragique. Ces obsèques entièrement prises en charge par l'hôtel de ville de Kinshasa. À l'occasion de cette levée du corps, Jontini Ngobila a fait savoir que les enquêtes sont en cours en vue d'élucider les circonstances qui ont conduit ces membres de famille à perdre la vie. C'est dans le mois total que les personnes qui se sont déplacées pour la clinique quinoise
ont dû leurs adieux à cette famille qui vient d'achever sa course dans des circonstances très dramatiques. Que la terre de nos ancêtres leur soit douce et légère. Venons en sport. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo joue son avenir dans les éliminatoires de cette compétition mondiale ce jeudi 11 novembre face au Taifa Stars de la Tanzanie sous les coups des 14h heure de Kinshasa. À la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur des Léopards de la RDC, l'Argentin Hector Cooper, Raoul et le capitaine des Léopards ont livré les enjeux de ce match. Images et commentaires avec Arthur Abedi. Je n'ai pas de pression parce que I don't have pressure. On est concentré pour les matchs de demain parce que on connaît très bien l'équipe tanzanienne. We know know une bonne équipe. The team of Tanzania, they on have a est good venu ici pour qu'on prenne les 3 points. Avec le groupe, ça se passe très bien. For me, the group, ça fait longtemps, moi je suis à l'équipe nationale. Il y a de bonnes ambiances avec tous les groupes. Je crois que c'est comme la famille. But now everybody's here is like a family. Avec la nouvelle coach, on sait très bien comment on va parler avec les joueurs. Parce que c'est le plus important qu'on soit ensemble à nous tous. Parce que c'est comme la famille. We are in the group, it's like a family. Et voilà, pour moi, je suis plus à l'équipe nationale. Là, mon rôle, c'est pour encadrer tous les joueurs. But for me, my role is to put all the players. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce 10 novembre 2021, coordonné par Grace Kenyero. On se retrouve demain avec le même plaisir de vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.